détails dans quelques minutes. Toujours en société, nouveau rebondissement sur la désormais affaire Ekwemoni, décédée dans une clinique du quartier Bali, ici dans la ville de Douala. La famille est plus que jamais déterminée à faire la lumière sur les circonstances de son décès. Notre reporter Charles Fils nous en parle. Et puis, échauffourée du 10 novembre dernier, dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, les avocats annoncent la suspension du port de la robe noire dans toutes les juridictions du 30 novembre au 4 décembre 2020 prochain sur toute l'étendue du territoire. Ils seront au micro de nos reporters. À suivre également dans cette édition de l'information les objectifs de la célébration de la Journée internationale de la Bible commémorée ce jour, ainsi que l'importance de ce livre dans la vie de l'homme. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45. Je vous retrouve dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Débutons cette édition de l'information société et parlons de la Sonacam. C'est finalement dans une gendarmerie que la discussion autour des droits d'auteur va se poursuivre. Le chanteur Papillon, accusé de malversation par la structure, a décidé de porter plainte à Diento, autre chanteur qu'il accuse sur les réseaux sociaux. Plus de détails avec Charles Fils-Elanguet. Qui l'aurait cru que l'affaire des perceptions des droits d'auteur de la Sonacam finira dans une gendarmerie? C'est du moins le constat qui sera fait ce jour dans l'enseigne de la brigade territoriale d'Aqua, assiégée par les artistes venus vivre un autre spectacle que nous offrent les administrateurs de la Sonacam et les artistes camerounais de la région du littoral. L'argent. La semaine qui est passée là, c'était un mercredi. Oui. Un mercredi, Papillon arrive encore pour adresser le délégué de lui donner, parce qu'il a pris que le délégué avait 600 000. Le délégué dit que je ne vous donne rien. C'est pour ça que le délégué a appelé les artistes. Moi-même, je n'étais pas là le jour-là. Il a appelé les artistes, il est encore venu me forcer de prendre l'argent que je dois mettre au compte de dépôt. Les artistes sont alors arrivés là-bas, ils ont trouvé Papillon au bureau. On a trouvé main dans le sac en flagrant délit. Et les artistes sont sur place, ils ont commencé à fumer Papillon, envoyé dans les réseaux sociaux, que tout le monde soit au courant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi aussi j'ai vu cette image, j'ai dit voilà quelqu'un qui diffame mon nom depuis 2 ans. Dionnet Diento devant ta portée. Chaque chose dit même mon nom. Et Dionnet Diento, on l'appelle le titre d'État, parce que quand il n'a pas joué, on lui donne quoi? Le chef d'État lui donne seulement 300 000. Quand il gagne l'argent avec les opposants. Et j'ai dit, voilà alors les artistes, je viens de voir quelque chose. Voilà quelqu'un qui diffame mon nom. Donc voilà qu'on a trouvé en flagrant délit. Au lieu que les artistes, attendant que les artistes portent à leur plainte, lui il court pour montrer aux gens qu'il n'est pas coupable. Lui il court ici seulement pour porter plainte en disant que Dionnet Diento a diffamé son nom aux réseaux sociaux. Les raisons de cette présence, plus ou moins insolite, est la plainte déposée par l'artiste Papillon contre son confrère Dionnet Diento, ici accusé de diffamation. Vous savez, nous sommes dans un pays un peu dépaysé. Le droit ne saurait jamais être maladroit. Et les lois ne sont pas les loisirs. Il faut à un moment donné que les gens assument leurs responsabilités. Je suis vilipendé dans des réseaux sociaux par M. Dionnet Diento, l'artiste Dionnet Diento. Je suis suivi comme vous. Bon, maintenant, moi j'ai porté plainte sur le procureur général qui a instruit sur le procureur de la République. Le procureur de la République a instruit sur le commandant. Pour l'instant, tout ce que je demande, les preuves de leurs allégations. Parce que quand tu avances des allégations, il faut avoir les moyens pour les soutenir. Pour certaines personnes n'ont pas fait l'école, je me pose des questions. Nous sommes dans des enquêtes préliminaires. Disons que c'est un choc pour moi parce que nous sommes tout d'abord une famille. Et je n'ai cessé de le dire, je l'ai toujours dit, que nous sommes une famille. Et qu'il est dommage pour moi qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans une histoire entre frères, parce que nous sommes une famille. J'ai tellement mal voir Papillon et Dionnet Diento être convoqués à une gendarmerie pour des histoires de droits d'auteur.
j'étais loin d'imaginer que cela devait arriver. Une enquête est donc ouverte et on l'espère, pourquoi pas, parviendra à mettre la lumière sur les destinations précises, comprises les sommes querellées, et savoir qui sont les auteurs de cette cacophonie qui participe davantage à détruire ces créateurs de sonorités. C'est donc une affaire à suivre, mais nous espérons que le calme reviendra au cours à l'intérieur de ces structures. Toujours en société, intéressons-nous à présent à l'affaire Ekwe-Monet, la jeune fille décédée dans une clinique au quartier Bali des suites d'une césarienne. Elle a été inhumée le week-end dernier, mais toutefois sa famille tient à faire la lumière sur les circonstances de son décès. Charles Fils et Languet nous en parle dans ce reportage. Ce qui convient d'être appelé l'affaire Ekwe-Monet, au vu de son envergure, connaît désormais de nouveaux rebondissements. Au moment où sa famille lui rend son dernier hommage ici au cimetière Ndjonjo, Tobouna Priso à Douala, celle-ci ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le chemin de la vérité, dans l'espoir d'avoir les moindres détails sur les circonstances de son décès survenu dans une clinique basée au quartier Bali alors qu'elle y était hospitalisée. Dans une chambre normale. Et à chaque fois qu'elle faisait le trajet, elle faisait l'attaque. Et on la ramenait toujours dans la chambre d'observation et elle allait bien. Et quand on la prend, on l'amène dans la chambre normale, elle fait une autre attaque. À 4 reprises, elle a fait l'attaque. Pourquoi cette insistance de cette chambre normale? Pourquoi cette insistance? Et en plus, à chaque fois que le médecin quitte l'hôpital, c'est là où elle appelle les infirmières de faire ce déplacement-là. Pourquoi? Et ce médecin n'est pas un gynécologue, c'est un généraliste. Nous, on aimerait savoir, on aimerait connaître les médecins qui ont fait la césarienne, qui nous expliquent ce qui s'est passé après la césarienne. Pour revenir sur les faits, la jeune dame aurait trouvé la mort après une opération césarienne. Sa fille, née ce jour, aura survécu alors qu'elle rendra l'âme bien après. Selon le document de cette clinique signé par son promoteur, Ekwe-Monet serait morte de suite de toxémie gravité, ce qui renverrait à une infection grave du sang. Une information qui paraît bien banale pour sa mère, qui en demande un peu plus sur les circonstances de cette mort. Vous nous devez des explications. Nous, on veut, la famille attend les explications. Donnez-nous les explications de tout ce qui s'est passé. À travers la mort de ma fille, notre fille, on aimerait savoir. Or, pour ce qui est de la clinique et de son promoteur, c'est la loi de l'Omerta qui semble ici observée. Quand on nous parle le nom de la famille, je suis la maman de madame de ma fille et pas mon nom. Pas les explications. Ils disent même pas les explications. Vous y avez été? Oui. Oui. Et dites-nous même pas les explications à nous donner. Un silence qui sera certainement brisé après la démarche que compte engager la famille Ekwe-Monet, qui implore une justice qui malheureusement ne ressuscitera pas sa fille, qui a éternellement rejoint ses ancêtres. C'est donc une famille en détresse qui appelle au secours les autorités pour que lumière soit faite sur cette affaire. Parlons à présent de la commémoration de la journée internationale de la Bible ce 24 novembre 2020. À cet effet, plusieurs hommes de Dieu ont été rencontrés par notre reporter. Parmi ces hommes de Dieu, l'un d'entre eux qui affirme que même si un chrétien lit la Bible 100 fois, il ne pourra jamais la comprendre entièrement. Plus de détails dans ce reportage que signe Jean-Marie Onambélé. La Bible, c'est la parole exacte de Dieu dans la lumière de l'amour vivifié par l'esprit de la parole. La parole de Dieu a été inspirée aux hommes pour donner ce qu'on appelle Bible, un outil commun qui revêt un caractère très particulier au vu de sa conception. La création est divine. Elle vient de Dieu, c'est pour cela qu'elle est divine. Elle est prophétique parce qu'elle est manifestée par la parole. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde par l'aspect prophétique. Et cela se révèle dans sa parole qui s'est fait écrite dans un document qu'on a donné le nom de Bible. Mais cela par des révélations humaines, ça veut dire des hommes qui ont vécu comme nous, qui ont été portés à la divinité par la grâce de Dieu pour pouvoir rassembler la véritable connaissance réelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa lumière, a illuminé certaines personnes pour pouvoir porter la grâce de poser les Saintes Écritures sur un document manifestant l'amour réel de Dieu et sa sainte présence qu'on appelle les septants. Et ces septants ont travaillé pendant des années et on peut
à nous dire la chose divine dans une lumière exacte et symbolique. Et quand je dis symbolique, pour que le monde se réfère facilement à Dieu et qu'on puisse trouver Dieu dans la parole. La parole étant divine, au-delà du fait qu'il y ait plusieurs Bibles, il en existe une seule, celle du cœur, selon l'homme de Dieu. La parole est venue sur le ciel. Le temps de l'Afrique est arrivé. Il y a plusieurs Bibles. Pourquoi il n'y a qu'une seule Bible? De Genèse Apocalypse. Mais 1 Pierre 3, 21 dit que toute parole est l'esprit de Dieu. Utile pour enseigner, pour maîtriser, pour corriger. La Bible, rien ne sert à tenir la main, mais il faut la mettre dans le cœur. Enlever ma Bible, comme lire la Bible au sens littéraire, il est temps de mettre la Bible dans le cœur. Dieu est amour, est-ce que tu es amour? Dieu est social, est-ce que tu es social? Dieu partage, est-ce que tu partages? Dieu n'est pas égoïste, est-ce que tu n'es pas égoïste? Tu as combien de raisons? Tu as combien de voitures? Les gens m'achètent. Dieu est omnipotent, l'omniscient. Nul ne saurait comprendre totalement la Bible, même s'il lit celle-ci plusieurs fois, la parole de Dieu ayant des contingences pas proches de nous. Je vous dis que cette personne a lu toute la Bible et a pu comprendre la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut être inspiré par la grâce de l'Éternel. Toute la Bible est prophétique. Et si elle est prophétique, il faut déjà savoir ici qu'elle est parabole. Elle est parabole. Et pour comprendre cette parabole, il faut ajuster la réelle connaissance à Dieu. Et comme Jésus le dit, ceux qui sont du côté de la vérité entendent ma voix. Ceux qui sont avec moi entendent ma voix. Et Jésus dit à ses disciples, et pour vous, vous avez la possibilité de comprendre ce que je dis. Mais pour eux, je ne donne pas cette possibilité, de peur qu'ils le comprennent et se transforment. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible toute ta vie, mais tu ne la comprendras pas. Il faut avoir une grâce énorme pour comprendre la Bible. Alors, aucune personne ne peut vous dire définir la Bible ou bien la comprendre. Parce que la Bible que vous voyez, la parole de Dieu est émotionnelle. La Bible, livre saint, compte 66 livres dans sa version simplifiée et a à ce jour plusieurs versions utilisées par les chrétiens des différentes obédiences de par le monde. Et malgré les nombreuses suspicions qui pèsent donc sur la Bible, son origine et son importance, elle reste le meilleur livre pour permettre à un chrétien de s'abreuver de sagesse. Parlons à présent de toute autre chose. Ici même dans la ville de Douala, promotion du vivre ensemble, les chefs des communautés Sawa et les peuples unis pour la rénovation sociale mènent dans la main pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale dans une série de concertations initié à cet effet. Ici même, dans la ville de Douala, les gardiens de la tradition et les acteurs ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'intégration nationale. Frédéric Moutomé pour les explications. Alors que la campagne en vue des élections régionales du 6 décembre 2020 prochain est définitivement lancée sur l'ensemble du triangle national, les échanges, concertations et discussions, quant à eux, se poursuivent à Sodiko, à la chefferie, entre, d'une part, les autorités traditionnelles des villages Sawa du Vouré et les formations politiques, dont le peuple uni pour la rénovation sociale, conduit par son premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, et une forte délégation. Au centre des échanges, les questions électorales, justement, la proportion des quotas, la crise sécuritaire et séparatiste dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et bien d'autres sujets d'actualité. Ils souhaiteraient voir le politique agir et nous aussi nous leur avons demandé d'être beaucoup plus actifs, beaucoup plus présents dans la vie, n'est-ce pas, des différentes communautés pour lesquelles ils sont les chefs, pour lesquels ils sont les représentants, pour lesquels ils sont les porte-voix. Et nous espérons comme ça qu'une véritable coopération et collaboration, autant pour moi, avec la chefferie, fera en sorte que notre culture pourra ressortir. Au-delà du PURS, qui a donné son avis sur l'importance de la chefferie traditionnelle, les chefs des autres communautés résidant à Douala ont aussi été appelés à la table du débat.
L'échange important à plus d'un titre a essentiellement porté sur le vivre ensemble, l'unité et l'intégration nationale, valeur cardinale pour le développement du Cameroun. Si tout ce qu'on construit dans le sens d'une crédibilité de cohésion sociale de l'unité et du vivre ensemble, ça a l'impact sur les êtres humains. Et je souhaiterais, avec le concours de tous les chefs de communauté des différents départements qui constituent l'Ouest, qu'on sera trop proche de vous pour communier ensemble, pour échanger, et ceci pour arriver au résultat escompté. Comme voilà, c'est un véritable bilan. Si les acteurs sociaux ne se retrouvent pas, ne discutent pas et n'aboutissent pas à un compromis pour avoir les bases, pour avoir les règles qui permettent aux uns et aux autres de se déployer, il y a forte crainte que la ville impose. Et vous savez que si on impose, c'est tout le Cameroun, c'est toutes les communautés qui sont touchées, parce que toutes les communautés de Mazouba, voilà, c'est tout le tissu économique qui est touché. Donc nous avons pensé qu'il était temps que les chefs traditionnels que nous sommes prennent ces questions très au sérieux, les posent sur la table. Précisons que ces concertations initiées par l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri visent à mettre en place un gentleman agreement qui va ainsi permettre de mettre en route un accord tacite entre les différentes parties pour un Cameroun un et indivisible. Les nouveaux responsables de la mairie de la ville de Douala ont été installés à leur nouvelle fonction ce jour par le super-maire Roger Mbassandine. Au cours d'une cérémonie, ces hommes et femmes seront désormais jugés à partir de leurs compétences sur le terrain. C'est donc une nouvelle ère pour ces nouveaux gestionnaires de la ville de Douala. Patrick Goignan et Patrice Foucault. Un peu plus de 1300 personnels de la mairie de la ville de Douala sont ici officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions par le maire de la ville, Roger Bassadine. Les hommes et les femmes qui ont été nommés ont été choisis sur la base de leur profil, c'est-à-dire à la fois de leur formation et de leur expérience. Maintenant, on jugera le maçon ceux qui seront capables de confirmer le bien qu'on pense d'eux. Je crois qu'ils iront de là-bas. Ceux qui n'en seront pas capables, on les trouvera peut-être une porte de sortie. Dans son processus de réorganisation des services de la municipalité, le magistrat communal mise sur le tritype compétences, loyauté et franche collaboration pour l'atteinte des objectifs. D'abord, beaucoup de compétences et de professionnalisme. Il faut faire le travail et il faut le faire bien jusqu'au bout. Il faut être loyal. Loyal d'abord envers l'institution de la CND. Ceux qui iront dehors, mal parler de la CND, dire qu'ils ne sont pas courants sur cela, ils se rendent un mauvais service à eux-mêmes. Soyez également loyal envers l'exécutif communautaire qui vous a nommé. Troisième élément, c'est la collaboration franche, la collaboration étroite. Cette collaboration est nécessaire entre vous. Il faut développer le travail collaboratif. Le but ici est de promouvoir la productivité pour une ville de Douala plus attrayante. Douala n'a pas d'entrée, Douala est une ville où beaucoup de monde regarde. Il est nécessaire que vous puissiez délivrer aux habitants de Douala, qui sont les habitants permanents, aux habitants de passage, des services qui s'attendent. Parce que c'est ça la mission de la communauté urbaine. Les nouveaux promus ont déjà à cœur d'accomplir les missions à eux assignées. Vous savez que c'est déjà une administration locale. On voudrait faire de la police municipale une police qui est rapprochée des populations, qui sensibilise, qui éduque et qui renvoie les informations au niveau des forces de maintien de l'ordre pour pouvoir faire la jonction et combattre le phénomène de grand banditisme et la grande criminalité. Ces nouveaux responsables de la mairie de la ville de Douala ainsi installés seront jugés à la hauteur de leurs compétences sur le terrain.
Et puis parlons à présent des échauffourées du 10 novembre dernier à la salle du tribunal de première instance à Douala. Les avocats annoncent la suspension du port de leur robe noire à compter du 30 novembre jusqu'au 4 décembre. Cette décision de l'Ordre national des avocats fait suite à la série d'arrestations au sein de leur groupe, dont 2 d'entre eux ont déjà été libérés. Suivons le reportage de Jean-Germain Yetna qui nous en parle. Il respire un air de liberté depuis ce lundi 23 novembre 2020, interpellé, puis déféré devant le procureur de la République et placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de New Bella Douala. Maître Tamfunga Katristel Richard et Maître Tchomenye Kemenye Armel ont été libérés hier lundi au terme de leur première audience de flagrant délit devant le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, statuant en matière correctionnelle, condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans et une amende de 100 000 francs CFA chacun pour destruction des biens, déclaration tendancieuse, outrage à magistrat, rébellion en groupe et autres troubles d'un service public dans le cadre du grabuge du 10 novembre dernier dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Les avocats Maître Tamfou Richard et Maître Tchomenye Kemenye Armel ont été libérés des paiements des amendes, mais désormais contraints de se comporter de façon exemplaire, et ce, pendant 3 ans. Une libération de ces 2 avocats, interpellés dans le cadre des échauffourées au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, qui intervient dans un contexte où le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, réuni en session extraordinaire sur convocation du bâtonnier par intérim, Maître Claire Atangana Bikuna, vient d'arrêter un certain nombre de résolutions. Et c'est ainsi qu'au regard de la persécution et de la cabale dont sont victimes les avocats, le barreau annonce la suspension sur toute l'étendue du triangle national de port de la robe noire du 30 novembre au 4 décembre 2020 prochain pour tous les avocats. La suspension jusqu'à nouvel avis de port de la robe noire pour toute intervention des avocats devant les juridictions, statuant en matière criminelle, tous les décrets de juridiction, y compris la Cour suprême, le tribunal criminel spécial et les juridictions, statuant en matière de contentieux électoral, ainsi que le Conseil constitutionnel. Et toujours au sujet de la libération de ces 2 avocats au barreau du Cameroun, la rédaction centrale de la télévision du Monde a joint un maître Dominique Fossé. Elle est membre des avocats qui plaident la cause. Je vous propose de l'écouter. Elle est au téléphone. On avait été un petit peu surpris par ces arrestations parce que c'était pas le temps, c'était pas nécessaire, on n'aurait pas dû aboutir à ça. Toujours est-il qu'ils ont été condamnés à 6 mois avec sursis pendant 3 ans. Ils ont été condamnés pour ce qui a été retenu par le tribunal, c'est les destructions des biens publics, bancs et gouttières, et également ce qui a été retenu aussi rébellion en groupe. Et les autres infractions, violence sur fonctionnaires, contrainte à fonctionnaires, déclarations tendancieuses ont été rejetées. Donc voilà, ils seront libérés, ça nous rassure un peu, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, puis la situation va s'apaiser. Je ne suis pas sûr que tout ait été bien établi, mais bon, on va monter en appel tout simplement, puisqu'il faut quand même effacer un certain nombre de choses et dire ce qui s'est vraiment passé. Les arrestations se font de façon comme si on capture les gens, on dépose une convocation chez un avocat, on dépose chez la représentante du bâtonnier et l'avocat, qui est un homme de loi, qui connaît le droit, va déférer à la convocation. Nous ne sommes pas les ennemis de la République, nous sommes là pour participer à l'œuvre de justice. Donc nous ne sommes pas des adversaires de la République.
Merci à vous, maître Dominique Fossé. Et toujours à ce sujet, malgré la libération des avocats arrêtés arbitrairement et écroués à la prison centrale de Noubel, ici même à Douala, le collectif des avocats continue la pression sur les pouvoirs publics et maintient son mouvement d'humeur prévu du 30 novembre au 4 décembre prochain. Frédéric Moutomé. Par la justice, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre et de sécurité au lendemain des brutalités perpétrées sur avocat le 10 novembre 2020 dans la salle d'audience du tribunal de première instance de la Bonanjo, fait par ailleurs condamné par le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun, les hommes en robe noire réitèrent des voies de fait et des évidences de persécution programmées sur les personnes, mais également sur la corporation. Pour le Conseil de l'ordre, cette situation s'apparente à une programmation d'humiliation sur les avocats transformés en délinquants. Et dans une récente sortie, le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun, à travers la résolution numéro 008/2000 sur la question de la persécution des avocats du barreau du Cameroun, invite les avocats à la prudence, au calme et à la vigilance, à ne point céder à la provocation ni à aucune confrontation violente, au risque de tomber dans des pièges multiples tendus pour affaiblir la corporation, surtout au moment où un vibrant hommage est préparé en la mémoire du bâtonnier Charles Patsi Tchakounte, décédé il y a quelques semaines. Le Conseil de l'ordre décide en outre de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en signe de protestation à l'effet de mettre un terme à la cabale lancée contre les avocats, mais bien plus pour redorer le blason de la profession qui, de leur point de vue, serait souillé. D'ailleurs, à cet effet, le Conseil de l'ordre, à l'unanimité de ses membres, renonce aux hommages judiciaires initialement programmés sur les parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême du Cameroun, du bâtonnier Tchakounte Patsi Charles, pour les orienter en d'autres lieux plus accueillants pour les avocats qui seront ultérieurement indiqués. Dans le même temps, ces avocats suspendent sur toute l'étendue du territoire national le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre 2020. Et enfin, suspendent jusqu'à nouvel avis pour tous les avocats toute intervention devant les juridictions statuant en matière criminelle et à tous les degrés de juridiction, y compris la Cour suprême et le tribunal criminel spécial, et les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, y compris le Conseil constitutionnel. Des décisions lourde de conséquences qui pourra entraîner un certain blocus de l'appareil judiciaire, mais à en croire le bâtonnier, il est question de sauver les hommes et femmes en robe noire, défenseurs de la société. Rendons-nous à présent à Yaoundé, capitale politique du pays, pour parler de ces manifestations des femmes qui se sont dévêtues non loin de la résidence du professeur Maurice Kamto. Elles ont donc été libérées, mais seule Hic, la présidente de l'association des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est toujours incarcérée du côté de la prison centrale de Kondengui, une incarcération qui a provoqué la réaction du leader du parti, le professeur Maurice Kamto, et une autre réaction du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le professeur Jacques Famendongo. Écoutons les détails de Priscille Messeni. Les habitants de la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, ont assisté à une nouvelle manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition, ce samedi 21 novembre 2020. Cette fois, une vingtaine de femmes, à moitié dévêtues pour certaines, ont battu le pavé en signe de protestation non loin du domicile du professeur Maurice Kamto pour exiger la levée du siège autour de l'habitation de le leader assigné à résidence depuis près de 2 mois. Très vite, des images de leur interpellation, arrestation ont fait le tour de la toile, relayées encore par les internautes. Si Maurice Kamto fait l'objet d'aucun mandat, ni d'arrêt, ni d'aucune mesure judiciaire d'assignation à résidence, son domicile est encerclé par une centaine d'éléments de la gendarmerie et de la police depuis la veille des marches du 22 septembre dernier. Le président du MRC et d'autres partis d'opposition avaient alors appelé à manifester pour exiger la résolution de la crise séparatiste dans les régions anglophones et la réforme consensuelle du code électoral avant la tenue prochaine des élections régionales. Malgré l'état de siège au domicile du leader contestataire, avait tout de même bravé l'interdiction des autorités administratives de manifester ce 22 septembre et des centaines d'individus avaient été arrêtés puis libérés. Mais
certaines personnalités demeurent toujours en détention. Parmi elles, Alain Fogué, le trésorier du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et Bibou Nimsak, porte-parole de Moïse Kamto. La dernière manifestation du samedi 21 novembre a vite été étouffée par les forces de l'ordre et les femmes ont été interpellées dans la foulée avant d'être libérées plus tard dans la soirée. Cependant, la présidente nationale des femmes du MRC, leader de cette initiative, a été placée en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé ce lundi 23 novembre 2020. Maurice Kamto, qui a appris la nouvelle, a tout de suite réagi, estimant dans un communiqué rendu public que cette arrestation et les menaces d'interpellation qui planent sur d'autres cadres sont une stratégie du pouvoir de Yaoundé pour décapiter le mouvement pour la renaissance du Cameroun et anéantir sa capacité à déployer ses activités politiques pour le réduire au silence. Mais face à cette répression et cette persécution dont il est victime, le MRC ne cédera pas. Aucun embastillement de ses leaders, voire tous ses leaders, ne suffira à le tuer. Fin de citation. Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, on dément. Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central, dans une lettre publiée ce lundi 23 novembre, en réponse au président du MRC, souligne « Le Cameroun est bel et bien un état de droit et de liberté. Toutefois, un état de droit n'est pas un état de non-droit et la liberté n'est pas le libertinage. Tout contrevenant aux lois et règlements de la République s'expose aux sanctions subséquentes. » Fin de citation. Déféré au tribunal militaire, Awassou Mispa a finalement été inculpé pour complicité de révolution et de rébellion et mise en détention provisoire pour 6 mois. Pour des analystes, ces multiples interpellations et incarcérations confirment l'hypothèse qui avait circulé autour d'une suspension ou d'une interdiction du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour le moment, Yaoundé n'est pas allé jusqu'à interdire le parti ou interpeller officiellement son leader. Cependant, la situation sociopolitique demeure tendue dans le pays et Maurice Kamto n'a toujours pas retrouvé sa liberté. La question se pose, jusqu'à quand? En éducation, rendons-nous dans la région de l'Ouest et notamment à Bafoussam pour nous intéresser à ce paquet minimum. 22 écoles primaires publiques de l'arrondissement de Baham dans le département des Hauts-Plateaux ont reçu de la commune des paquets minimums constitués entre autres de matériel didactique et d'hygiène, une action qui s'inscrit dans le cadre du transfert des compétences du ministère de l'Éducation de base aux communes. Reportage. La décentralisation fait son petit bonhomme de chemin dans notre pays. Depuis quelques années, les collectivités territoriales décentralisées à la faveur du transfert des compétences et des moyens du ministère de l'Éducation de base distribuent aux écoles primaires publiques des paquets minimums, ce en attendant l'arrivée du budget de fonctionnement. C'est dans cette logique que 22 écoles primaires publiques de l'arrondissement de Baham ont reçu des paquets minimums constitués de matériel didactique, d'hygiène, sportifs et des boîtes à pharmacie contenant des produits de premier secours. C'est à la satisfaction des bénéficiaires que sont l'inspectrice d'arrondissement de l'éducation de base et les directeurs et directrices d'école. L'exécutif municipal de la commune de Baham, représenté par le premier adjoint du maire, exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage pour une amélioration certaine des résultats en fin d'année scolaire. La recommandation, c'est que comme tout parent, le maire avant tout un père et son souhait, c'est de voir son enfant réussir. Et si tous les enfants de Baham à la base peuvent réussir, ça ne sera que le souhait de notre commune, parce que les enfants bien formés sont des enfants sur qui on peut compter. Afin d'apporter un début de solution au déficit d'enseignants, la mairie de Baham a procédé pour cette année scolaire 2020-2021 au recrutement de 11 maîtres communaux dont les certificats de crise de service ont été remis. L'inspectrice d'arrondissement de l'éducation de base de Baham fonde beaucoup d'espoir sur ce nouveau personnel à qui elle demande de travailler avec ardeur. Aujourd'hui, un nouveau personnel, c'est toujours un soulagement pour l'encadrement de tout petits qui nous sont confiés dans l'arrondissement de Baham. À cet effet, donc, il est recommandé d'être disponible, d'être régulier au travail et de travailler avec beaucoup d'ardeur. Notons que ces maîtres communaux sont affectés dans les écoles nécessiteuses de l'arrondissement de Baham. La double cérémonie avait pour cadre le centre multifonctionnel.
fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Une présentation de Frédéric Moutomé. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.